Bonjour à tous. Alors en cette journée du 10 décembre, nous commémorons le 74e anniversaire des droits de l'homme du 10 décembre 1948. En cette occasion, le collectif Parents Résistants 57 est présent et une action est en cours sur le parvis des droits de l'homme, juste en face du Muse. À Metz. Alors nous aurons aussi la présence de plusieurs acteurs de cette pandémie, comme le docteur Benoît Hoc du Luxembourg, ainsi que Chloé Flamery, Jocelyne Brossard, lanceur d'alerte, des enseignants qui travaillent en biologie. Il y a aussi des gens en biologie qui sont en coordination avec d'autres villes aussi. Il y aura en France comme Action, Descends, Perpignan et bien d'autres. Il y aura des prises de parole, des témoignages. Je vous souhaite un bon live. Nous menons des actions chaque semaine. Aujourd'hui, c'est hommage aux victimes de l'injection, donc tout le monde devrait faire. Afin de porter la voix des enfants dans le cadre des mesures sanitaires. Nous vous remercions d'être présents sur le parvis des droits de l'homme en hommage aux victimes des injections expérimentales et pour témoigner de notre attachement à notre humanité, à notre mémoire, à nos souvenirs et à la vie. Cette journée est également la journée anniversaire de la signature des déclarations des droits de l'homme de 1948. Une grande première, des parents de victimes et 71 collectifs ont répondu présents pour que cette action puisse voir le jour partout en France. Nous donnons la parole à 2 parents dont les enfants ont été victimes de ces injections. Nous accueillons également plusieurs intervenants qui ont tenu à être présents et apporter leur soutien à ces hommages et témoignages. Vous connaissez des victimes ou vous êtes vous-même concernés par des effets secondaires des injections, vous pouvez cet après-midi déposer vos témoignages en vidéo ou uniquement en audio pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la vidéo, auprès de Denis et Diane, des Dépêches Citoyennes et Néo Salva qui devraient nous rejoindre. Pour qu'il ne soit plus permis d'ignorer les victimes des effets secondaires, pour qu'il ne soit plus possible de faire taire ceux qui dénoncent les dangers des injections, pour que la vérité nous libère et fasse qu'il n'y ait plus de victimes. Merci aux médias indépendants, Dépêches Citoyennes, Georges Lecry, Néo Salva, Aurélien de Source Luxe, Thérèse Verducci et Linda Kallström, le directeur Olavi et le photographe, nos reporters venus de Finlande. Nous donnons maintenant la parole aux intervenants. Donc bonjour à tous et à toutes, moi c'est donc José. Donc je vais vous présenter monsieur Jean-Pierre Eudier, qui est président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui a été fondée en 1954, qui est aussi président de European Forum for Vaccine Vigilance, qui est l'alliance d'organisations membres et de membres individuels de 25 pays européens. Bienvenue à vous. Merci, je suis très honoré d'être là parmi vous aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à cette chose parce que, puis figurez-vous que cet événement est né au coin d'une table dans un bar à Grenoble il y a quelques semaines. Et puis un collectif de Grenoble m'a proposé cette forme d'action que j'ai accepté de soutenir. Et c'est grâce à notre réseau et à toutes les petites mains, dont l'équipe de Metz, qui a parfaitement relayé le message,
au point où donc, cette aventure a commencé. Donc je dois d'abord témoigner ma reconnaissance à tous ces gens qui ont fait ce travail et qui a permis cet événement, de ce jour anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Notre message est parti très loin, jusqu'en Finlande, où Linda, please come and join me. Yes. Voilà, donc je voudrais que vous saluiez Linda, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui, sachant que Linda est une maman, une enfant qui a été victime d'un vaccin il y a 15 ans, pardon. Et donc, elle témoignera aussi. Bon, malheureusement, elle ne parle pas le français. Alors, il faut savoir qu'elle est finlandaise, mais de culture suédoise. Ça, il faut savoir qu'en Finlande, il y a 2 cultures. Et ça, c'est un autre domaine. Bon, en attendant, j'ai parlé quelques 10 minutes. Qu'est-ce que je devrais dire? C'est que cette affaire de Covid-19 n'a jamais été une crise sanitaire. C'est tout simplement une crise politique. Un enfumage qui trouve ses racines dans des événements qui remontent aux années 60 et même avant. Personnellement, je suis dans le vif du sujet depuis près de 40 ans, puisque j'ai eu une carrière africaine dans le contexte du sida. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les vaccinations sont en réalité des outils de santé publique qui peuvent être détournés pour le bien, s'ils fonctionnaient, s'ils étaient nécessaires, pour en faire aussi des outils de destruction de la société et de la santé, et en même temps un outil de contrôle social. Alors on arrive ici à un point de convergence où on s'aperçoit que cette Covid-19, que certains expriment comme Certificate of Vaccine Identification, COVID-19, c'est donc l'aboutissement d'une stratégie qui devait nous ouvrir la numérisation de notre corps. Donc il faut comprendre que cette chose ne s'est pas préparée en 5 minutes, ce n'est pas arrivé par accident, ce n'est pas naturel, il y a quelque chose derrière. Alors la première chose à faire, c'est que les virus sont avant tout nos amis, nos alliés, et qu'il ne faut jamais craindre les virus. Par contre, il faut craindre ceux qui les manipulent. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, donc nous vivons aujourd'hui une crise démocratique profonde, on le voit très bien au Parlement, où les gens, il n'y a plus de débat, c'est-à-dire que l'opposition est muselée, le gouvernement, l'exécutif travaille avec le 49.3. En fait, ils continuent la destruction de notre société. Je ne sais pas où ils veulent en venir, mais en attendant, il faut s'attendre à vivre des jours difficiles. Mais par contre, il faut qu'on reste tous unis et pour reconstruire demain sur les ruines. Bien, je vais pas. C'est trop long, on ne pourrait pas aller dans. Alors oui, je voudrais que je présente la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. C'est une vieille dame qui est née en 1954 dans le cadre du vote à l'Assemblée nationale de l'obligation du BCG. Donc déjà à cette époque, des gens comme vous ont douté de la nécessité de rendre cette vaccination obligatoire, sachant que nous sommes tous des êtres biologiquement différents. Donc une vaccination universelle et indifférenciée n'est pas la réponse aux défis épidémiques. Donc cette Ligue a toujours travaillé pour faire barrage à toute velléité d'obligation vaccinale. Bon, en 2017, quand les 11 vaccins ont été rendus obligatoires pour les enfants, j'ai été amené à devenir le président. Mais quand en 2020, la crise est arrivée, j'étais prêt. J'étais dans les starting blocks depuis longtemps. Et donc nous avons dès le début fait des actions judiciaires auprès de la Cour européenne de justice et ailleurs. Encore ou déjà? Ah, bon, ça va, j'ai plein de temps. Oui, donc je disais en 2017, c'était en fait le cheval de Troie qui allait permettre en France, mais en Italie aussi, ils ont fait la même chose. Et en Allemagne, il a fallu changer la constitution pour rendre la vaccination contre la rougeole obligatoire. Donc, si vous voulez, on s'attendait à un événement d'ampleur internationale. Il faut remonter à 2002
dans le sillage des événements du 11 septembre, où il y a on a essayé de nous faire peur avec les enveloppes empoisonnées avec le charbon. Donc à partir de ce moment-là, il y a l'OMS a créé ce règlement sanitaire international qui devait préparer les États à donner des réponses aux risques pandémiques. Et donc Excuse-moi Jean-Pierre, je te coupe. Pardon. S'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît, on n'entend pas devant. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez respecter les prises de parole, s'il vous plaît? Les personnes viennent de loin pour certains, merci. Oui, merci. Donc en 2005, on a mis en place ce règlement sanitaire international qui allait préparer les États à donner des réponses coordonnées dans le monde entier dès qu'il y aurait déclaration d'état de pandémie par l'OMS. Il y a eu un premier essai qui a été fait en 2009, et c'est à cette période que j'ai rédigé cette petite carte postale où on voit un scientifique et un banquier se congratuler. Le vaccin nouveau est arrivé. Et là, j'ai écrit « L'abus de vaccin est dangereux pour la santé et la démocratie ». Donc il faut comprendre que les vaccins ne sont pas des outils de santé publique, mais des outils de destruction, enfin de contrôle social et de destruction de la communauté. Voilà, donc ensemble, il faut qu'on reste unis. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Je vous remercie. Je vais laisser 2 minutes à Linda. No, Linda, you are a mother. You have a daughter who was damaged by BCG 15 years ago. You learned about our event and you came to join us to support us. Thank you very much, Linda. Thank you. Thank you so much for having me here. And I just wanted to express my admiration, and I'm very proud to see that here in France you are taking action. You are showing your resistance in a peaceful but in a very powerful way. Because there is a saying that goes, one picture says more than 1,000 words. And if you look around here today, you have maybe hundreds of pictures of people that has passed away because of vaccinations or injections. And it's with a deep sorrow in my heart that I look at these pictures and I see teenagers passing away in heart attacks only days after a COVID injection. Teenagers do not die in heart attacks. And these people probably took the injection because they were told, if you take the injection, you will contribute to a herd immunity. And that is important for the whole society, that everybody takes the injection. And they did. And they passed away. They should be treated as heroes because they offered their lives for the herd. And now they are instead being hidden away. They are being forgotten by the media. The media should put them on the first side of the papers and say, this is a hero who gave her or his life. And instead, they never say anything. Okay, thank you very much. Excusez-nous, je n'ai pas fait de traduction simultanée, mais enfin j'espère qu'il y a beaucoup d'anglophones parmi nous. Mais en attendant, elle est d'abord très fière de nous soutenir et qu'elle regrette, enfin donc elle connaît le discours. Ce sera traduit dans les vidéos par la suite. Hein. Oui, je vous prie de nous excuser, hein, mais en attendant, c'est un soutien très fort. Elle admire la société française qui sait s'organiser pour combattre ces mesures liberticides, etc. Oui, ce qui prouve que nous sommes peut-être sur le bon chemin, ensemble. Et voilà. Je crois que je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Un grand merci à Jean-Pierre et à Linda. Je voudrais dire aussi que toutes ces victimes des vaccins, ils sont morts au champ d'honneur. Et on doit leur respect et Exactement. On doit les saluer. Ils ont fait le sacrifice de leur vie pour une chose inutile. Merci. Merci Jean-Pierre. Nous allons présenter Benoît.
On va te présenter Benoît d'abord. Et son chien. Et son chien. Bonjour, je m'appelle Warda. Alors, je vous présente Benoît Hoche est médecin généraliste au Luxembourg. En juin 2021, il a été condamné par le conseil de discipline du collège médical à Luxembourg à 1 an de suspension pour avoir soigné ses patients sur la base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, pour les avoir reçus et visités, mais aussi pour avoir attiré l'attention sur la dangerosité des vaccins Covid. Merci. Merci. On est content d'accueillir des Finlandais. Je vais parler fort comme ça. Vous m'entendez mieux? Oh, avec le micro, c'est mieux, Vous Benoît. voulez vraiment le micro? D'accord, je vais parler plus fort. Je vais faire la voix d'Andreas Pfeiffer. Il y en a un qui résonne. Non, là, je sais pas. Bon. Que dire? J'avais tellement de choses à vous dire. Oui, je vais revenir juste à un passage de toute la chronologie du Covid. Lorsque je me suis présenté la première fois au tribunal, ou c'était la deuxième fois au tribunal, je suis sorti du tribunal, j'ai dit, et ça a été repris par les médias luxembourgeois, et j'ai dit, si on fait, c'était avant l'été 2021, on venait de recevoir, les médecins luxembourgeois, on venait de recevoir un papier de Pfizer, Moderna et BioNTech nous disant qu'il y allait y avoir des myocardites et des péricardites chez les jeunes. On commençait le vaccin des 12-18 ans. Et on nous annonce qu'il y a des myocardites et des péricardites chez les jeunes. Ça n'a soulevé aucun débat, aucune histoire. Il n'y a pas de myocardite chez les jeunes, chez les adolescents, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. J'ai parlé il y a 2 semaines avec Nicole Delépine, qui était chef de service de pédiatrie à l'hôpital de Garches en oncologie. Elle n'a jamais vu de myocardite chez un jeune, chez un adolescent. Ça n'existe pas. Ils ont commencé les vaccins, j'ai fait un week-end de garde à Ettelbruck, au Luxembourg. J'ai vu 3 jeunes avec une myocardite. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je l'ai dit. La semaine dernière, j'étais à Bruxelles pour le docteur Alain Collignon. Ils ont annulé sa suspension de 2 ans. Mais ils ont trouvé un vice de forme. Ça a permis de ne pas les juger. Mais au moins, sa suspension a été annulée. Il est un lanceur d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Et si vous témoignez, vous êtes des lanceurs d'alerte. Donc je vous le répète, quand on essaye de vous justifier une sclérose en plaques, une maladie de Guillain-Barré, une myocardite, un infarctus, non, ça n'existe pas. Les morts subites de l'adulte, c'est une nouvelle maladie. On n'a pratiquement jamais vu ça. Et autant d'infarctus actuellement, on ne l'a jamais vu. Faites-le passer. Tout à l'heure, j'étais dans le centre commercial. Il y a une jeune fille qui était en chaise roulante qui vient caresser mon chien. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai eu un Guillain-Barré et on m'a dit c'est une intoxication alimentaire. Tu as pas fait un vaccin? Si, j'en ai fait 3, mais on m'a dit que c'était une intoxication alimentaire. Donc nous sommes éveillés et il faut faire ce travail d'éveil. Vous avez tous un travail à faire. D'accord? On se connaît un petit peu tous ici, mais on a tous un travail à faire et je suis sûr qu'on peut gagner quelque chose. Je ne vais pas rester trop longtemps. Je vous ai dit suffisamment. Je suis content de voir plein de personnes que je connais qui sont venues de loin. Il y a toujours nos amis vosgiens qui sont là. Le combat continue. Le Luxembourg aussi. J'aurais encore plein de choses à vous dire. Je peux vous dire que je bouge beaucoup, qu'on voit beaucoup de choses. Andreas aussi, il bouge beaucoup, on voit beaucoup de choses. Gauthier, il est là aussi, on voit beaucoup de choses. On sait que ça bouge partout. Il faut qu'on continue le combat. Actuellement, ce qui se passe, c'est criminel. Je le répète et je le maintiens. Je suis probablement filmé. Tout ce que je dis est répercuté partout. Quand je parle, je dis c'est criminel.
Je risque quand j'ai dit ça. Mais je le soutiens. C'est criminel. D'accord? Continuez le combat. Merci à tous. Et courage. Merci infiniment. Nous allons donner maintenant la parole à un des parents, Alain, qui a perdu son fils Frédéric. Ça va, Alain? On va lui laisser juste Un petit peu de... 2 petites minutes. Je pense que ça devient un peu plus réel pour eux aussi de ce combat aujourd'hui. Alain nous accompagne tous les mercredis depuis plusieurs semaines maintenant. Et je peux comprendre son émotion aujourd'hui. Ça l'est pour nous, alors je comprends pour lui. Et on tient vraiment à remercier justement ses parents Qui ont le courage. D'être présents parmi nous et de témoigner. Surtout témoigner. On va le faire. Allez, viens par là. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci d'être là. Bonjour à tous. Et voilà, donc je suis ici pour essayer de faire avancer un peu les choses. Ça ne ramènera pas mon fils, mais voilà, donc j'ai perdu mon fils suite à 3 injections. On l'a obligé à se vacciner pour entrer à l'hôpital. Parce que bon, préalablement, il avait été opéré d'un anévrisme, d'une artère au cœur, aux intestins, d'une valve aortique qui fuyait, et donc aussi d'un mètre 30 d'intestin nécrosé. Et il avait donc été opéré au Luxembourg, et le Luxembourg l'a pas du tout embêté, ni moi, pour les vaccins. Et en France, il devait faire un complément d'examen du fait qu'il avait eu des complications, et puis il avait à nouveau maigri en 5 semaines, perdu 7 kilos, et on l'a donc fait, en 5 semaines, on lui a demandé ces 3 vaccins, et donc voilà, donc on l'a retrouvé mort à... du matin. Voilà, je m'excuse. T'excuses pas, Alain, ça va pas t'excuser. C'est pas toi le coupable, hein, c'est eux les coupables. Et voilà, donc jamais j'ai des amis autour de moi, donc une amie même médecin qui m'a dit, bon voilà, vu son état de faiblesse, jamais il aurait dû être vacciné, et on l'a forcé, donc voilà, pour pouvoir rentrer à cet hôpital. Et bon, moi je lui avais dit surtout tu ne fais pas vacciner, mais il pleurait, il disait pas, on m'oblige, je ne peux pas faire autrement. Et voilà quoi, j'ai peur de mon fils. Voilà, mais écoutez, je m'excuse, mais bon, je vous remercie d'avoir écouté. Ne t'excuse pas, ne t'excuse ce pas. témoignage un peu... Merci Alain. Merci du fond du cœur, Alain, bravo. Bravo Alain, c'est courageux. Alors nous allons maintenant accueillir Karine. C'est la maman de Yann. Alors allez, on va l'applaudir parce que c'est très compliqué comme exercice pour elle. Bravo, Alain. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je suis la maman de Yann qui est décédé le 15 septembre 2021. Après... Près de la bouche le micro. Mets-le comme ça. Ouais, vraiment près de ta bouche, Karine. Comme ça, qui ça est va décédé aller. Fais attention derrière. Hein. Qui est décédé le 15 septembre 2021 d'un arrêt cardiaque. Ce jour-là, j'étais présente. J'ai vu mon fils mourir sous mes yeux. Son frère aussi. C'est pour ça que je veux témoigner que d'autres parents ne subissent pas la même chose que moi. Parce que c'est quelque chose que... C'est indéfinissable. On souhaite à personne parce que tous les soirs quand je me couche, j'ai les images. Tous les matins quand je me lève, j'ai les images. Et on est vraiment... Voilà. Je vous remercie d'être venus. Merci. Alors il faut savoir que Yann avait fait ses vaccinations pour pouvoir être soigné également, Karine, c'est bien ça? Il devait rentrer en cure et s'il ne faisait pas ses injections, on lui a refusé l'accès aux soins.
Donc c'est doublement honteux. Le système médical est devenu vraiment n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, il faut avoir peur de rentrer dans un hôpital. C'est exact, il est rentré pour faire une cure. Il voulait rentrer en cure et on lui a obligé de faire un vaccin. Qu'il ne voulait pas à la base. Il ne voulait pas se faire vacciner à la base. Mais comme beaucoup, on ne leur laisse pas le choix. C'est soit ils acceptent l'injection, soit on ne les soigne pas. C'est du chantage. Ça s'appelle du chantage, ça s'appelle pas du soin. Karine, tu as quelque chose à rajouter? Okay. Merci. Merci à tout le monde. Merci, Karine. Merci. Faites attention quand vous descendez. Attends, faut que je continue là. Le timing est serré. Enfin, on verra, parce que tout est timé là. Nous allons accueillir maintenant Gauthier Bain. Je ne me trompe pas dans votre nom. Donc je vais présenter Monsieur Gauthier Bain, qui était président de l'association des soins d'urgence et médecin pompier depuis 37 ans. Il s'est retrouvé en interdiction d'exercer le 15 septembre 2021 et donc en retraite forcée. Donc on a bien compris pourquoi. Son métier lui manque et il ne cesse de témoigner pour la médecine d'Hippocrate. C'est ce qui l'a emmené à accompagner les professeurs Andreas Pfeiffer, qui est ici présent, et Pascal Corradini lors de leur convocation afin de donner son expertise médicale concernant le port du masque et les injections expérimentales. Je vais donc lui donner la parole, merci. Merci. Bonjour à tous. Ça passe pas bien. Je vais essayer de parler comme il faut. C'est aujourd'hui le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration garantit à chacun les droits économiques, sociaux, politiques, culturels et civils qui sont le fondement d'une vie à l'abri du besoin et de la peur. Dans l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est par la peur que l'on a obligé tous ces gens que vous voyez là et tous ceux dont on a parlé tout à l'heure à se faire injecter ce produit expérimental. Combien d'autres en sont décédés, en seront handicapés à vie. Nous devons lever le voile que les citoyens du monde ont devant leurs yeux et qui les empêche de relier les décès et les problèmes de santé personnelle ou de leurs proches à ces injections. Nous devons leur montrer que les gouvernants bafouent leurs droits les plus fondamentaux. Nous devons les aider à regarder par eux-mêmes les statistiques de ces effets indésirables en leur offrant les liens vers les sites utiles. Nous devons leur ouvrir les yeux. Ce doit être un travail individuel, non culpabilisant, non traumatisant, et dans la bienveillance, et donc forcément de longue haleine. Mais à la fin, nous gagnerons. Force à nous. Merci. Bravo. Merci. Nous allons accueillir maintenant Hervé Seligman. Hervé. Ah, il arrive en courant, Ah bah il était là. Attends, on va d'abord vous présenter, Hervé. Monsieur Hervé Seligman est biologiste, statisticien, chercheur médical et il a notamment travaillé à l'IHU de Marseille avec le professeur Raoult. Monsieur Seligman a obtenu son doctorat à Jérusalem en Israël en 1991 et a produit 139 publications. Ses compétences couvrent les domaines de la virologie, la biologie moléculaire, de l'ARN et la biologie évolutive. Alors bonjour à tous. En
2021 déjà, on pouvait savoir que les vaccins ne pouvaient pas marcher parce qu'en remontant dans la littérature scientifique jusqu'à 1991, on voyait des tentatives de vacciner des animaux avec de la protéine spike et tous les animaux mouraient. On le savait depuis le début. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai vu dans des données publiques, habituellement dans le journal. En début 2021, c'est-à-dire en mars 2021, la plupart des choses que je vais vous dire, on les savait. Il y avait des tableaux publiés où on montrait la mortalité du Covid chez les non-vaccinés contre les vaccinés. Donc vous disiez, regardez, 1500 morts chez les non-vaccinés. Et 200 morts chez les vaccinés. Sauf que, on vous dit, vous voyez, il y a beaucoup moins de morts. Mais en fait, si vous reportez ça au nombre de malades du Covid, chez les non-vaccinés, il y en avait 350 000, alors que les vaccinés, en début 2021, il y en avait quelques milliers, seulement 5 000. Vous voyez qu'en proportion, les vaccinés mouraient 15 fois plus que les non-vaccinés. Et donc, en fait, on vous manipulait, on vous donnait les chiffres bruts, alors qu'il fallait prendre les chiffres relatifs. Ensuite, on vous montrait une étude des gens vaccinés, combien ils attrapaient le Covid. Entre les deux doses, ils attrapent 2 à 3 fois plus le Covid que les gens non vaccinés. Or, ces gens sont considérés comme non vaccinés dans le sens que c'est avant que le vaccin ait fait son effet, mais le vaccin cause cette augmentation d'infectivité. Cette augmentation d'infection, ça voulait dire en fait que le système immunitaire des gens est fragilisé de façon générale. C'est pas seulement contre le Covid. Et donc on pouvait s'imaginer que d'autres infections augmenteraient, que toute maladie latente dans le corps, que ce soit du cancer ou des tuberculoses, beaucoup d'entre nous ont la bactérie de la tuberculose dans nos os et elle ne se développe pas. Comme notre système immunitaire s'il est fragilisé, comme par le vaccin, ça augmente les risques. La même chose avec d'autres maladies. Donc on pouvait déjà savoir en mars-avril 2021 qu'il y aurait des augmentations de cancer. Ça m'a dit, en fait, les effets du vaccin, ils ne seront pas seulement sur la mortalité Covid. Je me suis intéressé au taux de mortalité toute cause qu'il y a sur Euromomo pour différents pays et différentes classes d'âge. J'ai corrélé ça avec le taux d'injection et j'ai pu montrer que plus on a injecté et plus on avait de morts pour toutes les classes d'âge pendant les 4 premières semaines après l'injection. Ensuite, il y avait une période protectrice de 15 semaines qui s'entamait, donc vraiment après 4 semaines où ça tuait les gens, ça a réellement protégé. Les 4 semaines qui correspondaient à la période où les autres études montraient une augmentation d'infection, c'est celle où il y a aussi une augmentation de mortalité, toute cause, je vous rappelle. Et après 20 semaines, c'est la fin de la protection. Ça correspond, ça c'est mon phénomène statistique, ça correspond au moment où les anticorps du vaccin disparaissent du sang. Donc ça c'est des études, mon résultat statistique il convergeait avec des effets, avec des observations cliniques. Mais après ça, vous avez une augmentation de la mortalité de nouveau proportionnelle aux injections 25, 30, 35 semaines plus tôt. Et donc vous avez une période que je ne sais encore pas de sa durée, mais qui dure au moins 20 semaines, qui après la fin de la période protectrice, continue à tuer les gens. La 3e dose, elle n'a pas d'effet protecteur en utilisant ma méthode. J'ai pour l'instant 30 ou 40 semaines d'effet adverse après la 3e dose et aucun effet protecteur. Autre chose que j'ai vu, ça je l'ai vu en septembre 2021, je l'ai re-eu cette année en 2022. Plus un pays était vacciné et moins il y avait d'enfants, mais l'effet était spécifique au taux de vaccination féminin, pas masculin. C'est intéressant de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet sur la fertilité des hommes ou peut-être sur la qualité des bébés, mais moi j'ai vu que le taux de reproduction était lié à la vaccination féminine. Un dernier point il va falloir que vous vous accrochiez pour me comprendre. Il y a une étude il y a 1 an sur Omicron qui vient du Danemark
et où on vous donnait le taux d'infection Omicron par rapport à toutes les infections covidiennes en fonction du nombre de doses que vous avez eues. 0 dose, 1, 2 ou 3. À l'époque, la 3e dose, elle avait 1 mois maximum. Plus vous aviez de doses et plus la proportion d'Omicron parmi les infections était forte. Ça voulait dire qu'en fait, votre système immunitaire, il n'a plus la versatilité de se défendre contre une nouvelle forme du virus. Et l'effet de la 3e dose était identique d'un point de vue quantitatif à l'effet de la 2e ou de la 3e dose. Normalement, si vous avez un effet d'une substance qui part avec le temps, alors la dernière dose dans le temps a un effet fort et l'ancienne dose, elle n'a pas d'effet fort. Donc vous avez une pente qui change. Alors que, et c'est pas du tout ce qu'on a eu, l'effet de la première dose qui en novembre 2021 avait déjà 6 mois ou 10 mois, était identique à la dose que les gens venaient d'avoir il y a 1 mois. Et donc, c'est quelque chose qui fait très peur, en fait, c'est que le vaccin l'effet du vaccin, en tout cas il y a 1 an, semblait ne pas s'en aller. La dose que vous aviez eue 1 an plus tôt ou 1 mois plus tôt avait l'effet identique. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans l'étude des données d'Euromomo de mortalité de toute cause dont je parlais avant, pendant la première moitié de 2021, les enfants n'étaient pas vaccinés, les 0-14 ans, et plus vous aviez vacciné les adultes, et plus la mortalité infantile augmentait. Je ne crois pas que ce soit un effet spécifique aux enfants, mais je ne pouvais l'observer que sur la population non vaccinée, donc les enfants à cette époque-là. Et donc il semblerait que quelque chose passe des vaccinés aux autres autour, et que ça a aussi parfois des effets néfastes. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont mourir, mais il y avait une augmentation de mortalité qui en quantité était peut-être de 5 à 10% sur toute l'Europe. Donc une vingtaine ou une trentaine de morts additionnelles par semaine pour les 50 à 60 millions d'enfants. Donc c'est pour ça que vous ne le savez pas, mais il y avait un effet que je pouvais détecter statistiquement. Et donc merci. Hervé, tu veux dire que les parents qui étaient injectés contaminaient les enfants ? Ça, je ne l'ai pas vu, mais le fait que les adultes étaient au niveau de la population, plus il y avait d'injections au niveau de la population générale, ça veut dire adulte, et plus il y avait, pendant 20 semaines après l'injection, une augmentation proportionnelle de mortalité infantile. Je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'était pour tous les âges, parce que j'ai que des données de 0 à 14 ans, j'ai pas pour 0 à 1 an ou pour 5 ans à 8 ans, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Ça peut être intéressant aussi. Des personnes qui veulent témoigner. S'il vous plaît. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire. Attendez. Non, j'ai pas besoin. Non, mais Je répéterai la question. Merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut supposer que des parents contaminent leurs enfants en fonction du contact qu'ils auraient? Oui, et je pense que oui. Je ne sais pas combien de temps ça dure. D'après mes données, ce serait 20 semaines. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique aux enfants. Je l'ai vu sur les enfants parce qu'ils n'étaient pas vaccinés à l'époque. Si vous avez 2 effets, un effet indirect et un effet direct, s'il y a un effet direct, je ne peux voir que l'effet direct. L'autre, c'est trop subtil à voir. Donc, à l'époque, les enfants n'étaient pas vaccinés, donc j'ai pu voir l'effet indirect. À mon avis, tout le monde est affecté de cette façon-là. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'autres questions? C'est le moment, hein, profitez. Ah, on a Eric qui voulait dire quelque chose, pardon. Vas-y, vas-y. Alors, question en même temps que je vais rapporter des propos que j'ai échangés tout dernièrement avec des... Oui. Vas-y Eric, mets-toi là. Non, mais je vais pas monter. Oui. Tu as besoin d'Hervé? Oui. Ah d'accord, en fait c'est un débat. Voilà, absolument.
Alors je vais simplement rapporter les propos de professionnels de la santé donc qui se trouvent en Meurthe-et-Moselle, avec lesquels j'ai discuté tout récemment, donc j'aurais aimé avoir l'avis d'un spécialiste. Alors il s'agit d'une hypnothérapeute que je connais bien, qui fait partie de ma famille. Depuis les débuts de l'injection, le nombre de femmes qui consultent après avoir perdu un enfant a été multiplié par 5. Et il s'agit généralement en fait de femmes qui étaient enceintes et que les sages-femmes, les médecins, l'entourage médical a forcé à se faire vacciner. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, une gynécologue, toujours en Meurthe-et-Moselle, m'a fait part de l'arrivée maintenant de jeunes filles de 16-17 ans qui arrivent avec des problèmes de stérilité, c'est-à-dire en fait elles commencent à être ménopausées à 16-17 ans, chose qu'elles n'avaient jamais vue jusqu'à présent. Alors j'aurais aimé, par rapport à ces témoignages de terrain, j'aurais aimé avoir votre avis, s'il vous plaît, en tant que spécialiste. Alors je veux rappeler à tout le monde que je ne suis pas médecin, hein, c'est important. Et ce que vient de dire Eric, ça confirme mes observations qui étaient strictement statistiques. Moi j'ai simplement vu, plus on vaccinait les femmes et moins il y avait d'enfants. Ça correspond exactement à ce que vous dites. Ça veut dire moins de femmes sont fertiles. Mais ça, c'est vos observations ou les rapports que vous entendez. Je l'ai entendu moi aussi, des gens dans la famille ou pas dans la famille, qui n'ont plus leurs règles parce qu'elles ont couché avec un vacciné ou des choses comme ça. Là, il ne s'agit même pas d'avoir été injectée elle-même, il s'agit même d'avoir eu un contact trop proche. Donc voilà, mais il faut détecter, il faut en parler pour développer des traitements et aussi savoir combien de temps ça dure. Peut-être que ça dure que 20 semaines, tel que mes données l'indiqueraient, ce serait encore positif. Mais j'en sais rien. J'en sais rien, je peux pas. Je vous ai dit tout ce que je sais, je ne sais rien d'autre. Merci beaucoup Hervé. On va pouvoir... Alors on a 2 personnes qui sont en route, là, qui venaient de Paris, donc elles sont toujours sur la route. Et du coup on va pouvoir donner la parole à Jocelyne. Alors, où est Jocelyne? Elle arrive. Voilà les amis, n'oubliez pas et de si liker, certains d'entre vous, je vous le dis partager, déjà, commenter aussi, souhaitent témoigner. Partagez sur vos pages, vos groupes. Bien, vous venez vers nous, vous nous le dites, on vous passera le micro. Hein. Je rappelle nous allons vous présenter sur Jocelyne. le parvis des droits de l'homme à Metz. Alors, ça marche. Jocelyne Chassard, excuse-moi, j'ai écorché. Je ne serai pas une bonne élève. Hein. Qui est professeure en documentation depuis 31 ans et lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale depuis 2016. Son combat lui a valu 2 licenciements abusifs qu'elle conteste depuis 2019 et elle a donc décidé de créer sa chaîne YouTube Canal Jack pour exposer tous les aspects du harcèlement moral et toutes les manières de contre-attaquer. En novembre 2021, suite au covidisme et à la maltraitance institutionnelle sur 12 millions d'élèves, Jocelyne décide de co-initier la première des 13 sommations interpellatives qui ont été délivrées par voie d'huissier à 13 rectrices et recteurs de régions académiques au nom de 3600 personnes. Bravo Jocelyne! Je garde là alors. Ok, bon, donc je suis prise de dépourvu parce que je devais passer en avant-dernier, mais il paraît qu'on a le temps. Si j'ai dit dans la présentation que j'étais une lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale, c'est tout simplement parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre ce qui s'est passé dans l'éducation nationale à partir du printemps 2020. Avant le printemps 2020, je disais déjà, j'avais créé ma chaîne YouTube, et je disais déjà que 80% des profs sont des ignorants, des trouillards et des collabos. Bravo! Des collabos du système. Bravo! Ça, je le disais avant mars 2020, parce que j'avais expérimenté
cette ignorance du droit, cette trouillardise de résister à la hiérarchie et cette collaboration active du système dans un souci de carriérisme. Ça, je l'avais déjà expérimenté en 2013, en 2016 et en 2018, à cause des gens qui étaient autour de moi dans les établissements où j'ai été harcelée. Mais à partir du 12 mars 2020, la proportion, à mes yeux, est passée à 95%. Depuis le 12 mars 2020, jour où Jean-Michel Blanquer a décidé de fermer les établissements scolaires parce que, soi-disant, les gosses, vos enfants, seraient contaminants de cette nouvelle peste noire du Covid-19, et bien à partir du 12 mars 2020, Jean-Michel Blanquer a installé une maltraitance institutionnelle envers 12 millions d'élèves, aussi bien du public que du privé. Et il l'a fait sciemment, consciemment, parce qu'il était main dans la main avec son collègue criminel Olivier Véran. Mais s'il a pu le faire, et si cela a pu durer pendant des mois à partir du 12 mars 2020, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur la collaboration passive et active des profs. Des profs, 800 000 profs qui sont à 95% à cause du covidisme, qui sont des ignorants, des trouillards et des collabos. Il y a le docteur Ox qui a prononcé tout à l'heure le mot de criminel et il a bien raison. Et il faut absolument continuer à prononcer ce mot vis-à-vis des gens qui ont mis en œuvre le covidisme, l'escroquerie criminelle du covidisme. Et concernant l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer est un criminel. Et il faudra toujours le répéter, même s'il n'est plus au ministère. Mais tant mieux s'il n'est plus au ministère, parce que comme ça, il peut être inculpé. D'ailleurs, la personne qui va parler après moi, qui est Sylvie de Bon Sens, c'est l'association Bon Sens qui, avec l'avocate Virginie de Arrojo-Reca, qui a déposé une plainte contre Blanquer à la Cour de justice de la République. Alors j'ai pas suivi, je sais pas encore où ça en est, mais bon, peut-être Sylvie pourra vous en donner des nouvelles. Alors moi je voulais donner 3 points concernant ces injections qui ne sont pas et ne seront jamais des vaccins. Le 25 décembre 2020, le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, a pris un décret qui, justement, représentait le début de la vaccination anti-Covid, le 25 décembre 2020. Et ce décret dit que les médicaments, les soi-disant vaccins anti-Covid, ils sont classés d'office dans une liste qui est en annexe d'un article du Code de la santé publique. Et donc, cette liste, elle est en annexe de l'article L5132-6 du Code de santé publique. Et voici ce que cette liste comprend. Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé. Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale. Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs et indirects. Et la liste, donc cette liste 1, comprend aussi les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. Donc le 25 décembre 2020, Jean Castex, quand il prend le décret qui inaugure la campagne de vaccination entre guillemets, il classe d'office les produits expérimentaux dans cette liste. Donc ça veut dire que les produits expérimentaux anti-Covid, ce sont des médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé. Mais il y a encore autre chose, c'est que cette liste, elle est aussi mentionnée dans un autre article du Code de santé publique. Et dans cet autre article, il y a la mention que les produits sont des substances vénéneuses qui sont inscrites donc sur ces deux listes. Des substances vénéneuses. Donc ça veut dire que le 25 décembre 2020, Jean Castex a décidé d'office de classer les injections anti-Covid dans cette liste qui comprend des substances vénéneuses. Voilà pourquoi, moi depuis des mois, je dis que ces produits sont des poisons géniques expérimentaux. Des poisons. Voilà. Ça c'est la première chose que vous devriez toutes et tous savoir et que vous devriez répéter à toutes les personnes qui vous prétendent que ces produits sont des vaccins. Le deuxième document dont je voulais vous parler, il faut toujours avoir présent à l'esprit,
pour montrer que ces gens sont des criminels au gouvernement. Donc, le 28 mars 2021, Olivier Véran, alors ministre de la Santé, envoie au Conseil d'État un mémoire, c'est-à-dire un document, un texte, parce qu'il y avait un octogénaire qui s'était fait injecter à 2 reprises et qui voulait retrouver sa liberté. Et donc le ministre ne voulait pas lui faire retrouver sa liberté, et donc il a déposé un mémoire au Conseil d'État pour dire non, c'est pas parce que ce monsieur il a été vacciné qu'il peut reprendre sa liberté et qu'il peut échapper aux mesures de confinement ou de couvre-feu. Et donc dans ce mémoire, à la page 6, il y a 4 raisons, c'est Olivier Véran qui le dit, il y a 4 raisons qui montrent que ces soi-disant vaccins ne sont pas efficaces. C'est Olivier Véran qui l'écrit. Première raison, l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des variants. Ça veut dire, ces soi-disant vaccins, ils ne sont pas du tout efficaces contre les variants. Deuxième raison, l'efficacité des vaccins n'est que partielle. Partielle. Donc ça, c'est un mensonge de tous vaccinés, tous protégés. Ça, c'est Olivier Véran qui le dit. L'efficacité des vaccins n'est que partielle. En plus, elle est contingente avec les nouveaux variants. Troisième raison, écoutez bien. Les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale. Les personnes vaccinées sont celles qui sont le plus exposées aux formes graves et aux décès. C'est Olivier Véran qui l'écrit le 28 mars 2021 au Conseil d'État. Et quatrième raison... Bien sûr, il n'a pas dit à la télévision, mais bon, c'est pour ça que ce document est très important. Et la quatrième raison que Olivier Véran donne, c'est que même lorsqu'il a une efficacité sur les personnes concernées, en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux autres personnes. Ça, c'est Olivier Véran qui l'écrit le 28 mars 2021. Donc il a annoncé ce que Janine Small de Pfizer a été obligée de dire en octobre dernier au Parlement européen. C'est-à-dire que le soi-disant vaccin de Pfizer n'avait pas été testé pour la transmission aux autres personnes. Olivier Véran le disait déjà le 28 mars 2021. Ça, il faut toujours le savoir. Ce mémoire, il est téléchargeable sur un article de François par Internet. Et la troisième chose que je voulais vous dire, et donc j'en reviens à Blanquer, ministre criminel. Donc, Blanquer travaillait la main dans la main avec Olivier Véran. Et après avoir, fait pousser les adultes à se faire injecter, il fallait évidemment pousser les enfants et les adolescents à se faire injecter. Parce que comme ça, une population soumise à l'âge de l'adolescence, ça en fait des adultes soumis pour 40 ans. Donc Blanquer a décidé de faire la promotion de ces substances vénéneuses, la promotion dans les établissements scolaires. Et le 28 juillet 2021, il a déclaré à France Info, écoutez bien, c'est une contrainte de se faire vacciner, ça n'amuse personne. Il a dit ça à France Info, c'est une contrainte et ça n'amuse personne. Mais pourtant, il a donné une directive à tous les recteurs et les rectrices d'académie pour que dans les établissements scolaires, premièrement, on fasse la promotion de ces injections et que deuxièmement, on fasse croire aux enfants, parce que ça, il y a certains enfants qui l'ont cru, qu'il était obligatoire de se faire injecter pour pouvoir poursuivre la scolarité. Et Blanquer donc continue. Vous êtes vaccinés, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Si vous ne l'êtes pas, vous leur faites courir ce risque. Ce qui est certain, c'est que plus on est vacciné, moins il y a le virus. Donc ça, c'est le mensonge de Blanquer en juillet 2021, alors que 4 mois plus tôt, son collègue Olivier Véran avait dit le contraire au Conseil d'État. La différence, c'est qu'au Conseil d'État, il n'y a que quelques centaines de personnes qui le savent, tandis qu'à France Info, il y a des millions de Français et de Français qui sont lobotomisés et qui le croient. Et Blanquer, pourtant, juste après, voilà ce qu'il dit à France Info. Rappelons que les enfants de cet âge-là sont très peu symptomatiques. C'est très très rare. Mais ça, tout le monde le savait, et notamment Nicole de Lépine qui a été citée tout à l'heure. Tout le monde le savait depuis le printemps 2020 que les enfants n'étaient absolument pas contaminants ni malades du Covid. Et Blanquer le sait, il le sait très bien puisque la Société française de pédiatrie l'avait dit aussi. Donc là, il le dit à France Info. Il dit les enfants et les gosses ne sont pas malades. Ça, tout le monde le sait. Sauf qu'il ajoute, ils sont très peu contaminés, mais lorsqu'ils le sont, ils restent vecteurs.
il reste contaminant. Et ça, c'est un mensonge absolu. Et c'est pour ça que Blanquer est un criminel. Parce qu'il a fait croire qu'effectivement, les enfants et les adolescents pouvaient contaminer et que même s'ils n'étaient pas malades, c'était à cause de ce risque de facteur de contamination qu'il fallait injecter les enfants. Il a fait croire ça, il a menti à toute la population. À 12 millions d'élèves, que ce soit dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées. Il a promu ça. Enfin, ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait des parents qui malheureusement ont des enfants qui sont malades ou des enfants qui sont morts. Ces parents, ils portent plainte contre Blanquer. Parce que Blanquer n'est plus mis. Et on a les preuves pour dire que c'est un empoisonnement de la jeunesse. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura des parents qui, dans les prochaines années, le feront. De tous ces problèmes de santé de leurs enfants. Merci Jocelyne. Alors on va faire quoi? Vas-y. Bon, bah, avec tout ce qui a été dit, Donc on m'entend là? Oui. C'est bon? Là. Bon. alors, avec tout ce qui a été dit, je pense que... Bon, je vais essayer de rajouter ce que j'ai prévu. La vaccination Covid des enfants est une maltraitance institutionnelle, on l'aura tous compris. Qu'il existe des personnes dans ce monde qui sont affamées de pouvoir et qui n'en ont rien à faire de l'intégrité des êtres humains, on l'a compris aussi. Comment peut-on encore faire confiance dans des institutions dites sanitaires? À propos du programme vaccinal pédiatrique, selon la terminologie officielle, la question est de savoir si cela est acceptable. La réponse est non, et un grand non. Alors que les statistiques montrent que les enfants sans comorbidité ne meurent pas du Covid, les soi-disant experts de plateau persistent à vouloir les faire vacciner en invoquant la sûreté du vaccin. Foutaise. Donc, comme l'a dit Jocelyne, actuellement, l'association Bon Sens que je représente mène plus de 60 actions juridiques avec différents avocats. Nos actions juridiques s'inscrivent dans la juste lignée de la défense du bon sens. Le droit est un outil que nous utilisons à meilleur escient quand cela devient nécessaire. Les objectifs sont avant tout de faire respecter la science, d'informer loyalement, de diminuer les discriminations, ainsi que nos droits fondamentaux à la liberté d'expression, au respect du consentement libre et éclairé sans limitation. Sur ces 60 actions, 2 actions spécifiques sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Effet secondaire, les décès. On constatera les 250 panneaux que j'invite tout le monde à aller regarder là tout autour, c'est impressionnant. La première plainte sur ces deux-là, c'est la plainte citée par Jocelyne, crime contre l'humanité, plainte contre X, avec l'aide de l'Association internationale de la médecine scientifique indépendante. C'est ça les amateurs de plateau. Donc, avec des citoyens victimes d'effets secondaires des vaccins. L'autre plainte, c'est une plainte pénale auprès de la Cour de justice de l'Union européenne contre les fabricants de vaccins. Si vous voulez en savoir plus, tous les comptes rendus sont sur le site de Bon Sens, c'est assez facile à retenir. Ce nom-là, c'est tout ce qui manque depuis maintenant 3 ans. On ne peut qu'espérer que l'épisode dramatique que nous vivons, qui nous ramène à ce qu'est la science, le doute, la controverse, la remise en question. Lorsqu'on entre dans le monde des certitudes, comme nous l'observons avec le tout vaccinal que l'on tente d'imposer aux Français, on est dans l'idéologie et plus dans la science. Malmener la science, l'instrumentaliser, ne peut que mener à des catastrophes telles que celles que nous expérimentons depuis maintenant 2 ans. Et face à l'incurie pour le moins de nos responsables politiques, sourds aux souffrances que leurs décisions ont créées, la seule arme qui reste aux citoyens pour mettre un terme à cette situation et pour rendre justice aux victimes est la juridiction pénale. Nous ne doutons pas de la diligence du juge pénal, car dans le droit humaniste qui était le nôtre avant cette crise, de tels actes s'appellent des crimes. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse, comme pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est ce qu'ils nous disent sur tous les plateaux TV. Le problème, ce n'est pas la chute, ça va être l'atterrissage. Rassurez-vous, si comme nous, quelque chose ne vous convient pas dans la situation actuelle,
Ce n'est pas parce que vous êtes atteint de folie subite. Il y a bien des raisons. Ceux qu'on appelait encore hier des complotistes se sont avérés des diffuseurs de vérité, révélant avec quelques mois d'avance la suite du scénario dément qui se déroule sous nos yeux depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, complotiste, je ne sais pas pour vous, mais c'est un terme avant la crise qui désignait des personnes qui affirmaient que la Terre était plate ou que les cons n'avaient pas existé ou d'autres inepties. Aujourd'hui, complotiste, c'est employé à tort et à travers, désignant toute personne qui doute, qui se pose des questions. C'est devenu un titre honorable, et j'en suis fier maintenant aujourd'hui, car il implique d'accepter, de se poser des questions, de vérifier, d'avoir le courage de regarder la vérité que l'on a trouvée en face et d'agir en conséquence. Nous serons toujours du côté de la vérité et prêts à remettre en question les versions officielles qui relèvent de la propagande et de la manipulation. Accélérer le grand réveil est un impératif pour retrouver notre liberté et nous débarrasser au plus vite de ce club de mégalomanes malfaisants. 2022 a été l'année des vérités. J'espère que 2023 sera l'année des premiers jugements. Aujourd'hui, notre confiance dans les politiques est voisine de 0. Mais gardons confiance. Certes, ils ne sont pas nombreux, mais pour nous être rendus à quelques-uns au Parlement européen récemment, nous avons pu constater qu'ils sont quelques-uns à se battre. Rob Ross, Christine Anderson, Michel Rivasi, Virginie Joron, bien d'autres politiques osent bouger, osent parler. Et ils nous ont même confié que c'est notre mobilisation qui leur a donné ce courage de se battre. Les manifestations comme celle-ci, même si nous sommes malheureusement pas trop nombreux aujourd'hui, mais toutes ces manifestations les ont poussés à réagir, leur ont donné la force d'intervenir. Donc nous sommes chaque jour plus nombreux, même si ça ne se voit pas. Moi je peux vous affirmer que tous les jours, des gens qui ne voyaient rien il y a encore 6 mois, tous les jours, avec tout ce qui se passe, ils ne peuvent plus ne pas ouvrir les yeux. Donc ne lâchons rien, gardons l'espoir et 2023, on espère qu'il y aura des condamnations. Les premières condamnations tomberont. Merci. Merci beaucoup Sylvie. Merci, pas de souci. Bonsoir. Bon, nous avons 2 personnes qui nous viennent de Paris, mais qui ont du mal à arriver jusqu'à nous, vraisemblablement. Donc là, nous allons donner la parole à Andreas. J'espère qu'elles arriveront à venir, qu'il n'y a pas eu un souci sur la route. Ok, super. Andreas qui va se présenter tout seul, du coup. Bonjour tout le monde. Normalement, quand je prends la parole, j'ai quelque chose à vendre. J'ai la promotion pour un produit qu'on vend en faveur de l'Unifilafos 88 pour soutenir les soignants. Est-ce que vous excuse-moi Andrea, je te coupe. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Ah, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc vous m'entendez mieux là? Merci. Donc je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je n'étais pas prévu aujourd'hui pour intervenir. Je vais parler 2 minutes de la course de la liberté. Nous étions nombreux à célébrer la liberté le 3 décembre sur la place Austerlitz à Strasbourg quand Raphaël Laudra, double champion du monde de boxe thaï, est arrivé avec la flamme. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs, beaucoup de bénévoles qui sont réunis derrière cet exploit qui n'est en fait pas un exploit, c'est une démarche pour nos libertés depuis Gap du 5 novembre au 3 décembre jusqu'à Strasbourg, tous les jours 35 km avec des accueils, des hébergeurs formidables, une amitié, un échange, une générosité extraordinaire. Et j'étais très très touché comme beaucoup d'autres qui sont investis. Et ce personnage de Raphaël Laudra m'a marqué. C'est quelqu'un qui vit pas seulement proche de la nature, il n'a jamais appliqué une seule mesure dite sanitaire. C'est-à-dire pas de masque, pas d'injection, pas de confinement. Il n'a jamais respecté le confinement. Quand la police s'est approchée de lui, il leur a dit, moi j'ai le droit, c'est un droit constitutionnel, d'aller et venir. Si vous voulez m'arrêter, vous devez m'abattre avec un pistolet.
il a jamais respecté non plus le port du masque. Donc, il est allé jusqu'au bout de ses libertés et ça nous renvoie aussi un miroir à nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nos libertés? Je vois beaucoup de résistants très courageux devant nous et chacun s'est posé la question à un moment donné, mais jusqu'où on va aller pour défendre nos libertés. Et merci beaucoup Jocelyne, qui a un parcours courageux extraordinaire, et j'aurais espéré que son courage soit un peu plus contagieux vis-à-vis de mes collègues enseignants. Effectivement, il y a trop de conformisme, trop d'écoute, qu'on exécute quoi qu'il arrive les ordres, et ça me fait froid dans le dos quand il s'agit de nos enfants. Parce que Raphaël Audra, avec la course de la liberté, a défendu le libre arbitre, la défense de nos droits, de toutes les libertés, de protéger les enfants contre le masque, contre l'injection, pour la réintégration des soignants suspendus. Donc il y a énormément de sujets qui touchent à nos libertés, et quand on se dit on ne fait qu'exécuter les ordres, ça me fait vraiment peur. Et c'est pas nos gouvernants qui sont de toute façon pathologiques, et ce sont des criminels, je suis bien d'accord avec les intervenants, mais c'est aussi la masse qui doit se poser des questions. C'est parce que c'est la masse qui porte cette politique, qui porte ces ordres, et c'est malheureusement à cause de la population qui adhère à ces mesures insensées qu'on doit subir ces mesures. Donc j'ai envie de terminer avec les enfants, parce qu'au niveau des libertés, nous avons le choix, mais on leur a jamais à l'école demandé leur avis. On leur a jamais donné la parole pour s'exprimer, parce que j'ai vu mes élèves qui étaient avec un mal de crâne, pas possible, émotionnellement touchés. Il y a plein qui ne sont pas venus à l'école. Il y a 300% d'augmentation de suicide chez les jeunes enfants. Et quand, comme Jocelyne l'a dit tout à l'heure, quand j'ai vu devant la vie scolaire, tous vaccinés, tous protégés, même ça me fait gerber, ça me fait une émotion avec du recul, c'est du insupportable. Et pour démontrer des dégâts qui ont été faits aussi par l'éducation nationale, j'aimerais citer un chiffre. L'ANSM a démontré avec des études, parce que nous ici on s'appuie que sur les études et les statistiques officielles. 44 enfants sont morts en France à cause de cette injection, à cause de ce poison. Donc ça veut dire, comme il n'y en a que 1 à 10% des chiffres qui remontent, en vérité, ils ont crevé des centaines d'enfants. Et ça, c'est criminel. Et j'espère que la plainte qui est déposée, super Sylvie, que vous avez déposé plainte, il y a plein d'autres aussi au parquet européen, que ça va aboutir. Parce que c'est une douleur. J'ai entendu les témoignages des parents tout à l'heure. C'est pour eux qu'on va avancer, pour eux qu'on va se battre jusqu'au bout. On ne lâchera rien, parce que on ne touche pas aux enfants, c'est interdit. Quoi qu'il en soit, on ira jusqu'au bout, et je pense, et je suis convaincu qu'on va gagner. On va entendre le mot justice, et on va entendre aussi, on va voir le moment où les soignants seront de nouveau réintégrés. Merci. Merci Andreas. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les enfants au collège, ou même en primaire, étaient punis quand ils mettaient mal le masque. Parce que maintenant, il fallait une autorisation pour respirer. Donc il ne faut pas oublier qu'ils ont été traumatisés par tout ça. Et même si actuellement il n'y a pas de masque, d'accord, on sent les retombées sur les attitudes des enfants. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils ont du mal à dormir. Moi, je témoigne personnellement de mes filles. Moi, j'ai une de mes filles qui est incapable de dormir avant 23 heures. C'est énorme. Et elle doit se lever à 7 heures. Quand on la regarde comme ça, on peut dire que tout va bien. Mais ça a été un martèlement. C'était le masque, le masque, le masque. On mangeait le masque, on respirait le masque, on dormait le masque, on regardait. C'est une infection.
Au jour d'aujourd'hui, moi j'étais à la réunion parents-professeurs de ma fille, j'ai été agréablement surprise parce que le port du masque était quand même conseillé, voilà, soi-disant parce que nous sommes dans la 9e vague. Achetez vos planches de surf, c'est le moment. Là on en a 9 des vagues, hein, donc c'est bon, on va pouvoir s'amuser. Mais les parents ont répondu, allez, on va dire qu'on était peut-être 200 parents, j'ai dû voir 3 personnes avec un masque. Je trouve ça plutôt positif. Je me dis que peut-être, enfin, les parents réagissent. Et si ce satané masque revient dans les écoles, dites non. Il faut forcer les enfants à ne pas avoir peur. Après, nous, on sera là derrière, de toute façon. Ainsi qu'au test, refusez tous les tests. Ne leur mettez plus rien dans le nez. Et même si c'est des tests salivaires, c'est non. Les maladies ont toujours existé et elles existeront toujours. C'est trop, il y a trop de pertes. Un enfant décédé, c'est un enfant de trop. C'est un enfant de trop. Et ça tombe tous les jours. C'est pour ça que nous, avec notre collectif, ça nous tient à cœur. On nous demande pourquoi on est encore dehors. Pourquoi? Mais parce que des enfants meurent, parce que des enfants sont morts, parce que des enfants ont souffert et souffrent toujours. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Souvent on nous dit, vous n'êtes pas nombreux. Ben non, on n'est pas nombreux. Et moi je remercie fortement tout mon collectif qui est là tous les mercredis. On a froid, on est fatigué, mais on est là et on lâche rien. On a des enfants. Moi je prends mon exemple encore une fois. Je suis désolée, j'ai 5 enfants. Allez, ils sont adultes, mais j'ai 2 gamines. Ben, tous les mercredis, elles ne me voient plus depuis 1 an. Et avant c'était le mercredi et le samedi. Et il ne faut pas vous imaginer qu'on nous met dans une boîte le mercredi soir et qu'on nous ressort le mercredi matin. On a une vie, on a plein de soucis. Comme tout le monde, on vit, on respire, on rigole, on pleure. Mais on lâche pas la lutte, parce que pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. L'avenir de demain, c'est nos enfants, et tout le reste est secondaire. Tout le reste est secondaire. Le jour où on a perdu un enfant, on a tout perdu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils nous ont tout enlevé. Alors, si jamais vous avez froid, il existe des chaussettes thermolactiles, des caleçons thermolactiles. Oui, rejoignez-nous, il y a du café. Et d'ailleurs, on va faire une toute petite pause. On espère juste que ça fasse venir les Parisiens. Voilà. Mais on vous passera le micro. Tu veux qu'on fasse tout de suite ou on le fait après? Il y a du café, du chocolat chaud. Il y a du café, chocolat chaud. Et on donnera la parole à d'autres personnes qui veulent témoigner par la suite. Voilà les amis, on reprendra la prise de parole tout à l'heure. On attend des invités encore. Chloé qui devrait arriver. Alors moi je vous invite à liker, à partager, à commenter ce live. Partagez sur vos pages, vos groupes. Moi je vais faire un petit peu le tour des affiches. Avec la perruque. Francis il est toujours là, lui. Toujours là. Avec son nounours. Nous faisons une petite pause de 5-10 minutes et nous reprendrons les témoignages. Il y a des personnes qui désirent témoigner, ça me semble très important. Voilà, ça bouge pas, comme ça je vais faire une photo de ça. Et la carte, c'est un carte. Toujours là. Ouais, Francis, c'est un gros bébé, hein. Ah oui, oui, ben oui. Si, Benoît, il est Oui, là. mais très grand bébé. Ouais. Oui, mais très grand bébé. Benoît, il est là. Et quelque part. Il y a des bébés qui est résistant, hein. Ouais. Ah oui. Grand bébé qui est résistant. Voilà, je vais faire un petit peu le tour du stand. Alors je vous rappelle que nous sommes sur le parvis des droits de l'homme, juste en face du Muse. Muse.
puis le musée à Metz. Là, je tiens aux ordres parce que la liberté C'est le professeur Andreas. J'ai vu qu'il y avait aussi une équipe de FR3 qui était là. On va certainement passer à la télé. Là, c'est la pause café. Prochain, on fait quoi? Le stand. Voilà. Ma Madeleine. Gentil Madeleine. Pour 2023, à mon avis, ça va. Je ne suis pas optimiste non plus avec ce qui vient. Non, mais tout ce qui se passe, les gens ils se réveillent, ça va tomber. Et ils se réveillent un peu tard. Ils vont essayer d'exploser des trucs avec les 3 000 milliards de dettes, ils vont toujours les prochains. Moi j'ai fait un enfant, le lendemain j'étais déjà en train de retirer l'argent. Je sais que l'argent est venu, celui-là au moins il me le conseille. Ah, moi je le connais. Bonjour moi. Georges. Ça va? Ma coco elle est là. Liberté! Résistance! Comment ça va? Résistance! Résistance! Sur Facebook,
que quand on fait les gilets jaunes, il n'y a jamais les vidéos des gilets jaunes sur Facebook aussi. Bah non, la dernière fois, à part que quand tu es au rond-point, mais les après-midi. La dernière fois quand je suis venue, t'avais pas posté. Sur le cri, il faut que tu regardes Facebook, le cri. Je suis, j'ai pas vu. Bah regarde, normalement il est dessus. Hein. Ok. Le Odyssée, YouTube. Ah, t'es aussi sur Odyssée? Ouais. YouTube, Lucas. Ah, elle m'a laissé tomber. Voilà, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, alors nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Juste à côté du musée, du Muse. En face quoi. Voilà. Là c'est le musée. Et là c'est le centre commercial à Metz. Des affiches un petit peu dispatchées un petit peu partout sur la place. Là, c'est les affiches du collectif Parents 57, Parents Résistants, qu'on retrouve aussi sur la place de la République à Metz, le mercredi. Alors, chaque collectif a ramené ses propres affiches. Voilà.
Ça c'est sûr, hein, ça. Salut. Ça va? Je t'ai vu, mais je voulais pas te déranger. Tiens, les deux chiens qui jouent là. Ah ouais. Dylan. Hop là. Oh, pas toujours, hein. Ah, salut. Ça va, grand? Ça va? Ouais. C'est un bâtard. Je suis avec mon père. Ah ouais. Ah, il va jouer avec le chien, hein? Le chien du Dr Rock. Il n'a pas l'air content. Va retrouver ton mec. Les grands services. Alors moi j'ai la chance de travailler au Luxembourg et au Luxembourg il n'y a pas de travail. Ah c'est génial. J'ai eu la chance. Ah oui, oui, oui. J'ai fait une formation à côté en tant que hypnothérapeute parce que je me suis dit si parce que ça commençait en France, en Belgique, je ne connais pas.
rappelle que cette action est en coordination avec des autres villes, comme Action 200 à Perpignan, Marseille et beaucoup d'autres villes en France. Oui, 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 vous avez dû aussi bien... Pour la Journée internationale des droits de l'homme. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais aller me restaurer un peu, boire un café chaud. Je vais arrêter ce live. Je reprendrai s'il y a quelque chose de nouveau. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et puis peut-être tout à l'heure. Il n'est pas glacé.